Bonjour et bienvenue au podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de camionnage avec Benoît Thérien, qui est président, animateur, il m'a même dit qu'il était concierge chez Truck Stop Québec. Truck Stop Québec, c'est un média spécialisé dans le domaine du camionnage. Puis j'ai envie de parler avec lui justement de où est-ce qu'on est rendu en 2025 dans l'univers du camionnage. C'est un domaine qui nous concerne tous. Si vous circulez sur la route, vous croisez des camions, pourquoi ils dépassent? Pourquoi ils sont bloqués à 105? Qu'est-ce qui se passe avec la pénurie de main-d'œuvre? Il me semble qu'il y a plein d'accidents là, qu'on va passer à gauche puis à droite. C'est quoi qui peut expliquer ça? C'est toutes des questions qu'on va lui poser et essayer d'avoir des réponses le plus clairement possible. Ça risque d'être fort intéressant, comme à l'habitude. J'espère du moins que vous allez trouver ça très intéressant parce que j'ai l'impression que le camionnage nous touche tous à quelque part. Et là, on va démystifier ça ensemble. Je vous aime. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Toujours un plaisir de vous jaser. Je disais la semaine passée que j'avais croisé quelqu'un à l'épicerie. Là, j'ai croisé quelqu'un chez Canadian Tire. Je me suis mis à jaser avec de pièces de char puis de ratchet. Quel plaisir. Gênez-vous pas de m'arrêter. J'aime toujours ça jaser avec vous autres. Donc, merci beaucoup d'être au podcast. Et je veux toujours aussi remercier mes amis d'Automobile en direct de me permettre de faire le podcast. Merci beaucoup d'être là. Donc, attachez votre ceinture. On décolle ça maintenant. Bonjour, Benoît. Bonjour, ça va bien? Très bien. Merci d'être au podcast RPM. Ben merci de l'invitation. C'est un nouveau univers, un nouvel univers pour moi. Ben oui, écoute, on sort le gars de troc. Oui. Et on l'amène dans l'univers des voitures. Effectivement. Mais pas pour parler de troc. Oui. Parler de troc aux Oui, automobilistes. exact, c'est ça, exactement. Fait qu'on va quand même rester dans une zone de confort. Oui. Benoît Thérien, je vais dire ton titre exact pour les gens qui viennent de se connecter. Oui. Tu es président, animateur, producteur chez Truck Stop Québec. Et concierge le vendredi. Oui, dans le fond, multitâche. Oui, c'est ça que je comprends. C'est ça. Truck Stop Québec, c'est quoi? En fait, on est un média en camionnage. On publicise des offres d'emploi pour les industries de camionnage. On donne des nouvelles, de l'information. On fait beaucoup aussi de nouvelles, de vidéos et tout ce qui touche le camionnage. Oui, tout ce qui touche le camionnage. Vous êtes spécialisé là-dedans. Oui. Puis c'est pour ça que je vais prendre le temps que tu nous l'expliques un peu quand même pour être sûr certain que les gens comprennent que tu es quand même quelqu'un qui connaît très bien l'industrie du camionnage. Puis c'est drôle parce que j'avais envie qu'on parle de camionnage. On a tellement dit le mot camionnage souvent dans les dernières minutes, c'est incroyable. Mais mon but, c'est juste de pouvoir mettre à jour cet univers-là, justement. Parce que c'est un univers qui est en pleine ébullition. On entend parler de nouveaux types de motorisation. On entend des histoires, là, des reportages de camionneurs mal formés, des augmentations d'accidents. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Bref, je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets à jaser. Puis avant de commencer, la première question que j'ai envie de te poser, là, c'est qu'est-ce qui t'allume autant que ça dans le domaine du camionnage? Pourquoi toi, tu es un média spécialisé dans l'univers du camionnage? En fait, moi, je suis le résultat d'une erreur de parcours parce que j'étais camionneur avant. J'ai bâti, je ne sais pas si vous vous souvenez des défunts forums MSN qui a des dizaines d'années. Je suis pas si jeune que ça. Là, en tout cas, tu sais. Non, mais merci, là, mais non, oui, je m'en souviens. Je vais te rajeunir. Mais en fait, on avait décollé une petite plateforme, tout ça. On cherchait un nom, on avait appelé ça Truck Stop Québec et ça a fait vraiment fureur. En l'espace d'une semaine, on avait comme 850 membres rapides. Et on s'est dit, pourquoi pas qu'on l'essayerait sur le web. On a essayé ça sur le web, puis là, il y a des compagnies qui nous ont approchés pour afficher chez nous, mettre des offres d'emploi. Et dans le transport, ce qui arrive, c'est des effets dominos. Ça veut dire qu'une compagnie appelle, le lendemain, quelqu'un appelle, le surlendemain. Là, moi, j'étais camionneur. Fait que j'ai eu un choix, à un moment donné, à prendre de continuer là-dedans ou de rester dans le camion. Je dis, j'ai une classe 1. Il y a une classe 1. Ça t'ouvre les portes partout. Tu manqueras jamais de travail. Fait que j'ai décidé d'aller vers le média. On a fait la radio SiriusXM. On a fait plusieurs chroniques dans différentes stations de radio ici à Québec, à Montréal, tout ça. Mais ce qui m'anime le plus dans cette industrie-là, c'est... J'en fais encore des voyages, là. Mais c'est l'effet voyage, l'effet de prendre un voyage de point A à la point B, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles destinations. Chaque jour où tu te réveilles et tu rouvres les rideaux du pare-brise en avant, c'est un décor nouveau. Donc, la vue du bureau est toujours différente et ce, à chaque jour. Fait que c'est, selon moi, après l'animation de podcast, le plus beau métier du monde. Mais c'est vraiment passionnant. Tu peux te lever dans un désert, tu peux te lever... Puis tu sais, quand tu es arrivé à minuit le soir, tu vois pas le décor.
Tu te stationnes, tu es dans un truck stop. Le lendemain, tu as des montagnes, tu as la beauté d'un paysage. C'est beau à voir. Fait que tu découvres quotidiennement de nouveaux horizons. Puis, je dénigre pas les autres jobs, mais tu sais, mettons que je travaillerais dans une usine, ben, je vois toujours la même machine ou je vais poser peut-être toujours la même pièce. Là, ben, j'ai jamais la même destination. Fait que c'est quelque chose qui est très plaisant comme industrie. Penses-tu que c'est ça que ça prend pour être un bon camionneur, ce genre de goût-là de découvrir puis de voyager? Oui, effectivement, tu n'as pas le choix. Ça prend quelqu'un qui est débrouillard, quelqu'un qui aime la géographie, parce que tu as beau lire ton GPS, mais tu ne dois pas te retrouver d'un sentier de motoneige. Là, comme on voit des fois. Oui, ça arrive. Ouais. Puis, il y a un fait indéniable, c'est qu'il faut t'aimer aussi découvrir le monde, parce que aller en Californie ou aller, ne serait-ce qu'à Chicago, c'est des mentalités différentes. C'est de rencontrer les gens, c'est de dealer avec des gens. Des fois, c'est de livrer à des endroits où ce que le client te dit, j'ai pas besoin de ce stock-là, j'ai pas commandé ça, mais parle à plus haut que toi dans le building parce que les autres attendent le stock. Tu sais, il faut toujours que tu utilises un peu la courtoisie puis d'être capable de négocier avec des gens qui, des fois, c'est pas parce que tu es dans un shipping que tu es obligé d'être le président de la compagnie, mais il y en a qui se pensent ça. Fait que là, ils vont te faire un peu suer, vont attendre dans le fond de la cour des heures et des heures et des heures. Fait qu'il faut prendre notre mal en patience des fois dans cette industrie-là. C'est quoi un des plus gros défis du camionnage d'aujourd'hui? Puis là, je saute directement dans le vif du sujet parce que je sais qu'on va avoir beaucoup de sujets ensemble. Là. Mais je suis curieux de savoir parce que tu me parles de ça puis je sens la passion, vraiment. Là, puis on dirait que j'ai l'impression que c'est plus comme c'était. Ça a-tu changé le camionnage à ce point-là? Y a-t-il encore beaucoup de gens qui font du camionnage, qui c'est des vrais mordus passionnés? Oui. Ou c'est plus rendu un ratio de gens qui font ça parce que c'est un autre job? En fait, il y en a qui vont le faire pour la paye. Parce qu'il y a quand même un côté lucratif à être camionneur. Une paye de... Bon, il y a des camionneurs qui vont gagner jusqu'à passer 100 000 par année. Ça dépend des destinations qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui le font par la passion. Tu vas les reconnaître sur les autoroutes par le camion, le type de look du camion, le chrome qu'ils ont mis dedans, les lumières qu'ils mettent dedans. Tu sais, c'est des heures et des heures et des heures de passion, de travail, puis un bout de la paye qui est revolé en raison du look du véhicule. Mais moi, je pense que ce qu'on a perdu le plus, c'est un peu la fraternité qu'on avait il y a plusieurs années. Dans le sens où on arrivait au truck stop. Je te nomme un truck stop qui s'appelait Réal. C'est aux frontières du Québec et de l'Ontario, de ce côté ici de la frontière. Et dans le truck stop, on avait installé des tables rondes. Fait que moi, je pouvais arriver, tu étais avec 2-3 de tes chums. Bon, ben j'arrivais, je m'assisais avec vous autres. Puis là, on jasait. Tu t'en vas où? Tout ça, on fait ça un bout ensemble, on va se parler sur le CB. À cette heure, le CB, c'est un objet de collection. Il n'y a plus personne qui l'utilise. Ah oui? À défaut de connaître des fois où ce qui pourrait avoir des accidents. Oui, c'est pas un outil de sécuritaire quand même? Oui, mais CB, ça griche. Hein? Fait que, tu sais, un téléphone cellulaire, ça griche pas. Fait que là, tout le monde a lâché le CB, parlé au cellulaire avec la famille, tout ça, puis il n'y a plus de barrière de distance. Un CB, c'était quoi? 2 km en avant, 2 km en arrière, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, le cellulaire, on parle à qui on veut, puis au moment où on veut, puis ça griche pas. Fait que, tu sais, je peux parler à mon ami qu'on est à 2000 km de distance, c'est pas grave. Mais il y a tu sais, même, on a le même logo dans la porte. Il y a quelqu'un qui est en bordure de la route, les camions passent. C'est comme, tu sais, on a perdu ce côté-là. Je peux pas l'attribuer à qui que ce soit ou comment. Puis c'est peut-être le just in time, là, ce qu'on appelle dans l'industrie. Je suis rushé par des délais de livraison, j'ai pas le temps. Je vais appeler au bureau, on a un truck en panne, c'était le numéro de camion. Mais je pense que le côté fraternel du camionnage en a mangé une claque dans les dernières années. Puis il n'y a pas grand-chose à expliquer pour ça. Je trouve pas de raison valable à ça, mais on se parle plus. On se parle plus, puis ça, j'imagine que ça faisait partie des choses agréables. Très agréable. La communauté. Puis j'ai peut-être une piste de solution, mais on peut en jaser. Mais on jase, c'est un podcast, on jase. Peut-être que les réseaux sociaux ont pris plus de place dans la vie des gens que le fameux CB ou les fameuses rencontres. Puis il y a un autre côté aussi où quand tu rentres dans un truck stop, que c'est des chaînes de fast-food et que ça coûte, mettons, 15 20 manger, mais le monde n'y vont plus. Fait que là, ils achètent des petits plats congelés qui coûtent moins cher, puis on les met au micro-ondes pour manger dans le camion. Ça coûte moins cher, c'est de l'économie. C'est peut-être ça aussi. Des fois, peut-être même un peu meilleur pour toi, là, j'imagine. Pour la santé. Oui, parce que l'hygiène, c'est ça doit être quelque chose de quand même assez tough, sur la route, là, quand tu pars justement d'un truck stop de fond de même, j'imagine que ça doit faire partie aussi des défis que
les gens ont peut-être moins envie de sortir du camion, ça se peut-tu? Ou... Si tu parles d'hygiène ou de bouffe, la bouffe, des fois, c'est attirant parce que il est 9 h le soir, t'as faim, t'as pas le goût de préparer le petit plat et tout ça. Bon, on va aller au truck stop, on va prendre une douche, on va se laver. En sortant de la douche, ben ça sent bon, hein? Puis le gras sent bon. Oui. Fait que, bon, ben là, ce qu'il faut, c'est aller chercher, j'appelle ça de la moulée, là, on devrait peut-être pas dire ça, mais j'appelle ça, on va aller chercher un sac de moulée, on l'emmène dans le camion, c'est vite fait, puis on mange, puis ça se termine là. Fait que, en tout cas, tu sais, il y a de l'économie, mais il y a aussi le fait, puis tu sais, c'est pas tous les truck stops où tu... puis c'est moins connu de la part de monsieur et madame tout le monde, mais c'est pas tous les truck stops où tu veux nécessairement aller prendre une douche le soir. Non, c'est ça, on dirait que c'est... Puis écoute, je te parle de perception, OK? Ouais, Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait beaucoup de road trip. Ouais. Jamais de la vie, j'arrêterais dans un truck stop pour comme prendre une douche ou genre faire de l'hygiène personnelle, parce qu'à tous les fois, j'étais un peu comme... On dirait que je suis pas chez nous, premièrement. Germaphobe? Je sais pas si je suis germophobe ou si c'est juste une question aussi de... Je me sens pas chez nous. T'sais, on dirait que c'est comme l'affaire des camionneurs, ça leur appartient. Mais après ça, je me dis, il y a tellement du monde qui passe là-dedans. Si tu tant propre que ça, tu sais, j'irai en gogoune. J'irai prendre. Ça prend les gogounes, t'as pas le choix. Puis, tu sais, je vous épargne un peu les affaires, mais j'ai déjà vu des douches où ça grouille dans le fond de la douche. Là. Mais. Épouvantable, là. Puis, je pense comme un acide, il lave ça, je sais pas avec quoi, mais c'est peut-être comme un acide alimentaire ou quelque chose comme ça. Mais je te dirais que, bon, 80-90% des douches de truck stop, tu vas aller là, c'est propre. Là, OK. Mais ça prend un gogoune pareil parce que, bon, c'est peut-être pas frotté là, comme chez vous, mais au minimum, ils n'ont enlevé beaucoup, puis les gogounes empêchent la peau d'être à terre direct. Mais tu sais, il y a des truck stops où tu tasses le rideau de douche, tu vas prendre ta douche, tout ça, puis par la chaleur, tout ça, ça fait un déplacement d'air. Et le rideau de douche vient te coller sur toi. C'est affreux. C'est affreux. Mais ça arrive, là, tu sais. Tu m'empêches des frissons dans tout le corps. Oh my God, le cauchemar, tu peux pas vivre ça. Mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Puis monsieur et madame tout le monde ne le savent pas tout le temps. Mais il y a beaucoup de snowbirds qui, quand ils partent pour la Floride ou quand ils reviennent de la Floride, ben, vont prendre des douches d'un truck stop. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de salir leur douche dans la roulotte. La roulotte est prête à être remisée ou est prête à emmener en Floride. Ou des fois, c'est ça. Ben, des fois, ils mettent l'antigel dedans, puis là, ils veulent pas, jusqu'à temps d'être mettons, d'un état plus chaud, pouvoir utiliser l'eau. Fait que là, ils vont dans les truck stop puis tout ça. Mais ça se fait. Puis les douches, pas gratuits. Hein? C'est pas mal de sous. C'est payé par la compagnie qui fait le transport? Général, ben, pour un camionneur, normalement, ça va au nombre de litres de carburant que tu mets dans ton véhicule. OK. Généralement, il y a des entreprises, des truck stops, là, qui vont te dire, bon, ben après tant de gallons, tu as les douches gratuites tant que tu veux jusqu'à la fin du mois. Fait que mets-moi ce minimum de gallons-là, qui est facilement atteignable là, quand tu parcours les États-Unis. Puis après ça, ben, tu vas être capable de prendre ta douche dans n'importe quel truck stop de cette bannière-là, avec ta carte. Ils vont te donner un code pour la douche, puis tu vas aller prendre ta douche. Mais, tu sais, si tu remplis un réservoir de pick-up, tu n'auras pas de douche gratuite. Ça peut aller de 15 $, 10 $, ça dépend. Quand même. Ouais. Quand même. Mais... En même temps, j'imagine que c'est correct. On donne l'accès juste aux gens qui peuvent l'avoir, ce qui est bien correct à quelque part. Fait que là, on a mis ça sur table intéressant. Là, on se dit que c'est quand même encore un métier de passionné parce que j'imagine que pour assumer des douches à gogoune, il faut quand même que tu aimes ce que tu fais, un minimum. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu fais pas ça. Tu es sur la route beaucoup. Fait que j'imagine que les temps à la maison aussi sont moins fréquents. Quand tu pars longtemps, tu pars longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec le domaine du camionnage à l'heure actuelle? Parce que là, je te dirais que là, j'entends tout ça, puis on dirait que c'est vraiment la perception que j'avais à date, ça fonctionne bien. Mais là, on voit passer les nouvelles, on voit passer un peu partout. Les accidents de camions qui augmentent. Qu'est-ce qui se passe avec l'industrie du camionnage? Là, il y a des transformations qui s'en viennent peut-être dans les mécaniques. Mais là, qu'est-ce qui se passe actuellement avec surtout les accidents? Là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Là? Il y a énormément d'accidents. Je pense que si on ne se mettra pas la tête dans le sable, là, il y a beaucoup d'accidents. Avec des comportements dangereux qui font peur. Là. Oui. On ne peut pas attribuer ça directement ou cibler des clientèles de camionneurs, mais règle générale, on a un grave problème avec tout ce qui est la région de Brampton en Ontario. Pourquoi? Parce qu'il y a un stratagème là-bas qui, font venir des immigrants de pays, que ce soit, mettons, du Pakistan, que ce soit, disons, de l'Inde ou tout ça. Ils les font venir ici sous des visas d'étudiants qui transforment après ça en compagnie Inc., donc devient investisseur. Ça passe mieux au niveau de l'immigration au Canada. Et là, il y a un stratagème qui s'appelle Chauffeur Inc., et ces gens-là, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'ils sont payés comme une compagnie, travaillant pour une compagnie,
et perdent les 10 jours au fédéral, parce qu'au fédéral, tous ceux qui ont charte fédérale dans leur industrie ont 10 jours de congé, plus les journées de maladie, les journées fériées, tout ça. Eux autres, ils perdent tout ça. Fait qu'à la fin de la semaine, au lieu d'avoir une paye, on va faire un chiffron, 1 000 $ plus l'assurance-emploi, plus toutes les déductions, bien, eux autres, ils vont faire un chiffron de 1 000 $ plus la TPS, parce qu'ils sont en Ontario. Fait que c'est seulement ça. Fait que le gouvernement se prive d'énormément de sous pour, je ne sais pas si c'est accommodé parce que visiblement, il ne bouge pas, mais c'est certainement, en tout cas, peut-être une malcompréhension de ce fléau-là. Puis ces entreprises-là viennent coter ici, dans la région de Québec, et vont coter entre 20 et 30 % meilleur marché que n'importe quelle compagnie. Donc, toujours moins cher. Oui, qui paye ses charges fiscales de façon honnête et tout ça. Tu sais, une compagnie qui va payer un employé, il y a à peu près ça, 20 à 30 % de charges fiscales, que ce soit l'assurance-emploi, comme je disais, que ce soit des bénéfices marginaux, que ce soit tout le package fiscal qu'une compagnie paye normalement, mais eux autres, ils ne la payent pas. Fait qu'ils sont capables de venir ici et de dire, regarde, je vais te charger 25 % de moins. Fait que là, nos compagnies québécoises commencent à souffrir de ça. Et ce stratagème-là, dans la loi, on appelle ça une mauvaise classification de chauffeur. Il n'est pas légal d'embaucher quelqu'un qui va juste faire la job de conduire ton camion avec aucun risque. Puis, je vais démystifier ça, là. Il y a des gens qui vont dire, ils parlent des brokers. C'est pas les brokers. Les voituriers remorqueurs, c'est des gens qui ont acheté le camion, qui ont pris un risque financier, et c'est des gens aussi qui, c'est des entreprises. C'est un peu des travailleurs autonomes. Oui, mais le chauffeur Inc., lui, c'est comme toi ou comme moi, qui va travailler pour une compagnie de transport. Tu es un humain. Tu t'appelles 123 Inc., et là, tu t'en vas travailler pour une compagnie de transport, et là, tu charges ton temps plus taxes. Point. Mais là, moi, je te donne aucun autre avantage. Fait que le gouvernement se prive de beaucoup de sous. Je pense qu'on parle de plusieurs milliards de dollars. Nos gouvernements nous disent toujours qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus une scène, tout ça. Il y a de l'argent qui dort là. Principalement en Ontario, mais... L'idée de ces chauffeurs Inc.-là, c'est quoi? C'est-tu d'avoir compensé la pénurie de camionneurs? En fait, c'est que j'ai fait venir d'outre-mer. Je les paye peu ou pas. J'abuse d'eux autres. Il y a un trafic humain, là. C'est pas bien, là. Non, c'est dégueulasse. Puis souvent, c'est des gens de la même communauté qui disent « Ah, viens travailler pour moi. » Puis là, je vais te faire travailler, deviens un Inc., et là, j'ai pas de responsabilité envers toi. Tu fais un accident, là, aux États-Unis, il va te poursuivre toi. Ouais, OK, il y a un logo sur le truck, peut-être m'a poursuivre, mais là, moi, c'est lui qui chauffait. C'est une compagnie, poursuivez lui. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires détournées pour payer le moins cher possible. Puis ces gens-là, quand ils veulent quitter l'entreprise, ils se font royalement fourrer, dans le sens où, tu dis, je veux quitter, Benoît, j'aime plus ça travailler ici. Parfait, mais là, je t'ai payé l'avion, moi. Je t'ai payé une formation ici. J'ai payé ton Inc. Tu me dois 40 000 $. Chiffron de même. OK, fait que là, j'ai pas 40 000 $. T'es camionneur, t'as peut-être pas 40 000 $ qui dort dans ton compte de banque. Puis là, tu sais, tu connais pas toutes les lois canadiennes, recours et tout ça. Tu peux même pas aller te plaindre, disons, je sais pas moi, au gouvernement. T'es une compagnie. Fait que c'est quoi? T'es pogné dans ta magouille. Puis là, de plus en plus, il y en a qui parlent. Mais c'est pas la majorité. L'idée, quand tu me disais tantôt, ce que je te posais la question initialement, qu'est-ce qui se passe avec les accidents principalement? C'est-tu de dire que ces gens-là aussi sont pas bien formés? En fait, c'est qu'on les fait venir. Il y a eu une enquête qui a été produite par la CBC où, par une enveloppe brune, je t'offre une formation. Je vais te faire le tour du quartier où on va te faire l'examen pour ton permis de conduire. Fais le tour du quartier 10 fois. Tu l'apprends par cœur, puis après ça, tu le fais. Mais après ça, je te donne les clés, puis va-t'en sans neige, va-t'en dans le nord de l'Ontario, va-t'en partout, sans aucune expérience. Fait que là, pourquoi qu'ils se retrouvent avec des camions dans le médium? C'est parce que là, ils roulent sans neige. Ils pensent que c'est pas glissant, mais à un moment donné, ça finit par sortir de la route, se retrouve dans le médium, se retrouve dans le clos. Pas plus tard que au début de l'hiver, milieu de l'hiver, dans le parc des Laurentides, il y a des camionneurs qui sont restés à l'entrée du parc. Puis c'était des camionneurs de Brampton.
Puis là, ils ont dit, on connaît pas ça, on sait pas quoi faire. Ils ont laissé les trucks là, puis ils sont partis. Bonsoir, on connaît pas la neige, on sait pas c'est quoi, ça a l'air à bouger beaucoup, c'est dangereux, on s'en va. Laissez le camion là. Laissez le camion là. Merci, bonsoir. Ouais. Puis ce même stratagème-là, là, souvent relié à des entreprises de camionnage, quand il arrive le temps de se faire remorquer, ben ils ont un jeu d'assurance. Tu sais, on a tout le papier rose d'assurance ou le papier de n'importe quelle couleur à cette heure-là. Et eux, assurent, mettons, 50 camions de la flotte. Et le lendemain qu'ils ont reçu les papiers, désassurent un paquet de camions. Là, ils ont tous les papiers des camions. Il n'y a personne au Québec qui est capable de savoir si le papier est valide ou non. Tu sais, tu ne peux pas appeler un assureur et dire « Permis, tu valides? Le dossier d'assurance, es-tu valide? » Que tu sois un contrôleur routier ou quelqu'un... Même pas. Ah ouais? Même pas. À moins d'appeler, puis là, c'est divulguer de l'information. Est-ce qu'on peut? Fait que là, on aimerait ça un jour que les assurances puissent émettre. Demain matin, tu cancelles ton assurance pour, je sais pas moi, ton pick-up, mettons, ou ton camion, qui pourrait avoir dans le dossier, aussitôt que je pitonne ta plaque, il n'y a pas d'assurance. Aux États-Unis, ça se fait. Ici, ça se fait pas. Ça serait le fun que ça se fasse. Pourquoi? Parce que quand il arrive ces balances, puis que sur 50 camions, il y en a peut-être 7-8 d'assurés, qu'un contrôleur routier, quand il remplit la plaque, ça sort, là, tu sais, puis il va en arrière, puis on va enquêter sur le véhicule, mais que tu sois assuré, tu repartiras, là, tu sais, avec un ticket salé, de ne pas être assuré. Fait que ce que ces gens-là font, ils sortent de la route, ils se retrouvent dans le clos, et là, il n'y a plus de dépanneurs, les fameux towing, qui veulent s'occuper de remorquer ces gens-là. Ils ne seront pas payés. Fait qu'ils ne les payent pas. Tu remorques le véhicule, tu l'emmènes à la fourrière, il y a des frais pour ça. Il y a peut-être eu un déversement de carburant. Fait que là, il faut nettoyer ça. C'est pas long, monter à 50, 60, 100 000 piastres de frais de remorquage. Puis là, pas payé. Ces compagnies-là ne payent pas. Fait que là, les remorqueurs disent, si j'ai une garantie de paiement ou si tu me payes d'avance, j'y vais, sinon je reste dans le cours ici. Mais c'est parce que là, ce qui reste comme fléau, c'est qu'il y a des territoires protégés, comme sur les autoroutes ou les grandes routes. Fait que ceux-là se font appeler par les policiers, ils viennent remorquer un véhicule. Là, ils disent, je ne serai pas payé. Fait que là, ils commencent à vouloir se désister des zones protégées pour le remorquage. Puis ça devient un fléau, là, oui, mais ça devient, écoute, tu m'en parles, il me semble que c'est compliqué, cette histoire-là. Ah, c'est compliqué. Je trouve ça compliqué, à toutes les fois, tu sais, je suis un peu... Mais pourquoi on laisse ça aller, là? À quelque part, j'imagine que ça comble un besoin. L'APDQ, qui est l'Association des professionnels en dépannage du Québec, dit au gouvernement, payez-nous, c'est vous autres qui nous appelez, de toute façon, pour aller remorquer un véhicule, que ce soit la SQ ou le gouvernement, payez-nous, puis retenez ça à la source lorsqu'il y aura, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui arrêtera aux balances, on pitonne la plaque, tu nous dois, je ne sais pas, 50 000 on grande le troc, on garde le troc en... Je ne sais pas, tu sais. Mais il y a, ce que l'APDQ souhaiterait, c'est d'être payé par le gouvernement. En Ontario, ils le font. Pour les remorquages, oui. Mais il faudrait aussi qu'on ferme les chauffeurs Inc. Là. Je parle, moi, c'est surtout ça aussi. Oui. À la base, là, c'est surtout ça qui est important de réfléchir. Là, si ça arrive, puis entre toi puis moi, tu me parles de ça, puis j'ai envie qu'on tombe un peu dans la sécurité derrière ça pour les automobilistes, mais ça me fout la chienne, ce que tu viens de me dire là. C'est sûr que monsieur et madame tout le monde, quand ils voient une compagnie lettrée Brampton, ils sont pas tous pareils, là. Naturellement, il y en a des bons, mais il y a un risque. Mais c'est stressant. On peut pas le cacher, là, c'est stressant, là, parce que les voitures, tu sais, nous, dans nos voitures de simple mortel versus un camion semi-remorque, on n'est rien, là. Effectivement, le poids est là, la longueur est là. Si je conduis un camion puis je te plaque dans un jersey de ciment, c'est moi qui gagne, c'est pas toi, là, à cause de la force, l'impact, tout ça. Fait que c'est vrai que ça prend des gens qui sont qualifiés pour conduire des camions. On a 2 centres au Québec là, qui sont publics, le CFTC ici à Québec, le CFTA à Montréal. Il y a quelques écoles privées aussi qui donnent de bonnes formations, mais tu savais que demain matin, tu n'es pas obligé d'aller suivre une formation pour devenir un camionneur. Non, je savais pas ça. Si je t'assis d'un camion, je te fais faire un petit peu la run que la SAC demande ou exige pour faire, là, tu sais, le petit... Oui, puis je peux te montrer ça en quelques minutes. Tu peux peut-être obtenir ton permis de conduire, classe 1, mais après ça, tu vas devoir avoir l'expérience pour aller sur la route, là, tu sais. Mais au Québec, il n'y a pas d'obligation de formation.
Fait que n'importe qui décide de passer l'examen, juste d'avoir eu des conseils, puis aurait avoir ben, au départ, il faut que tu sois capable de manœuvrer le camion, de montrer une certaine base. Mais la base ne t'emmènera pas dans une tempête de neige ou la base t'emmène. Tu ne pourras pas devenir camionneur et dire hey, je suis bon tout de suite. Tu as des croûtes à manger un petit peu. Puis je me demande toujours comment ça se fait. Tu sais, on a des 615 heures ici qui nous amènent avec un DEP dans les centres de formation. Je me demande comment ça se fait que ce n'est pas une obligation de passer par un centre comme ça. J'ai déjà fait de la formation. Une question très, très, très légitime. Oui, j'ai déjà fait de la formation. Quand j'avais des étudiants qui arrivaient des centres de formation, j'étais presque en vacances. J'avais du fun à échanger avec eux autres dans le camion. J'avais rien à leur montrer parce que c'est de l'expérience qui manque, c'est tout. Fait que, on roule sur la route, tout ça, puis j'avais du fun à échanger avec eux autres. Mais j'en ai qui sortaient d'école, que je nommerai pas, mais tu sais, où la formation était inadéquate. Puis il y avait de la misère à avancer, il y avait de la misère à chercher le vitesse, il y avait de la misère à reculer. Fait que je passais ma semaine à essayer de les former. Mais là, tu sais, ce que je disais, c'est, je sais pas comment tu as payé ta formation, mais ils t'ont roulé dans la farine. Là. Ça marche pas pantoute, là? Non, il manque de l'expérience, là, tu sais. Fait que quand tu emmènes ces gens-là les premières fois sur des tempêtes de neige, puis qu'ils vont dire, hey, on roule 100 km/h, ben, vas-y tout seul. Moi, je veux pas embarquer avec toi, là, tu sais. C'est quand même assez stressant, là, honnêtement, d'entendre oui, ça. Non, mais... C'est stressant parce qu'en plus, on fait la corrélation, puis, tu sais, ça passait des nouvelles dernièrement aussi. Je voyais ça passer un peu partout. Justement, on parlait des chauffeurs Inc., comme tu nous as parlé un peu plus tôt, mais on parlait aussi de l'augmentation des accidents qui sont reliés à ça. Puis, tu sais, il n'y a pas un cas, je pense, en Ontario, là, d'un chauffeur, puis on le voit dans le camion, il texte, emboutit une voiture, tuer une famille complète. Tu sais, tu dis, pour vrai, c'est des véhicules qui deviennent très dangereux entre les mains des mauvaises personnes. C'est une bombe. Littéralement, là. C'est une bombe. Mais je peux faire ça d'un autre contexte. On a de l'air d'une grosse boule de quilles dans un allée de bowling où les quilles sont à peu près d'1 pouce de haut. Mais oui. On peut détruire. Quand on a emmené l'équipe de JE en reportage 3 jours de temps à Brampton, on est sur la 401, puis j'ai le caméraman qui est avec moi, puis les journalistes sont dans l'autre camion. Puis je dis au caméraman, ta caméra, es-tu prête? Il dit, pourquoi? Je regarde dans le camion à côté. C'est quelqu'un qui, visiblement, avait du temps à perdre, mais il est en train d'écouter un film. Il y a une tablette avec le film sur le dash. Il écoute. Bien, j'ai dit, es-tu capable de le prendre? Il dit, j'ai pas le temps d'ouvrir la caméra, mais je vais le faire avec le téléphone, puis ça devrait passer dans le reportage. Là. C'est ahurissant. Quotidiennement, on reçoit des gens qui nous disent, j'ai vu quelqu'un hier écouter un film en roulant. C'est rendu grave, là. C'est pareil comme si tu embarques, tu t'en vas dans le sud, puis que le pilote dirait, moi, pour me détendre, je vais écouter un film le temps qu'on est à 35 000 pieds d'altitude. Tu peux pas faire ça. Non, moi, je veux que tu pilotes l'avion. Oui. Je veux que tu restes aux commandes. Là. Regarde en avant ce qui se passe. S'il y a un oiseau qui passe ou quelque chose, je m'en fous. Là. Juste tu regardes dans le hublot. Là. C'est le même principe pour le camion, là, encore plus que jamais. Là. La pénurie de main-d'œuvre qu'il y a eu dans le camionnage, clairement, pourrait expliquer un peu l'espèce de tangente que ça prend. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, tu penses, pour réussir à ramener un peu plus de sécurité là-dedans, un peu moins de chauffeuring, puis d'être un peu plus dans la valorisation de la profession de camionneur? Parce que je me souviens, dans la pandémie, les héros, là, il y avait même des collants, le monde mettait ça sur leur voiture, puis c'était le fun de voir ça. Moi, j'avais comme l'impression que c'était revenu un peu plus glorieux. On est passé d'héros à zéro, là, mais... Oui, c'est ça. C'est quoi qui s'est passé? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir un peu à ça? Je pense que notre image souffre un peu, dans le sens où est-ce que c'est sexy pour un père de famille ou une mère de famille, parce qu'ils ont autant de femmes, des fois, qui veulent se diriger dans le milieu, mais pour un père de famille, est-ce que c'est sexy de dire je vais partir 5 jours parce que je m'en vais, je sais pas, dans le Midwest américain. J'ai mon petit bonhomme à la maison qui me réclame. Fait que là, tu sais, il y a une décision à prendre. Une femme qui veut conduire un camion, actuellement, au Québec, il n'y a pas de programme pour un retrait préventif. Ça veut dire qu'elle se retire, n'est pas payée actuellement pour s'en aller à la maison. On est un domaine qui est au niveau fédéral, la juridiction, la CNESST fait en sorte que les mamans dans le transport n'ont pas de retrait préventif. Fait qu'essaye de vendre l'idée à une femme qui aurait le goût d'avoir des enfants un jour, mais ton retrait préventif, tu n'auras pas. Fait que ça aussi, c'est pas sexy. Sur la route, c'est dangereux. Mais quand on sort de ces cadres-là, ça reste que c'est un beau métier. Puis je pense que les générations qui poussent ont peut-être plus le goût d'avoir un côté sociable à la vie
que d'être dans un camion 70 heures par semaine. Tu sais, quand tu es dans un camion, tu es solitaire, tu es avec toi ou avec tes amis au téléphone. Il n'y a rien d'autre, là, tu sais. Mais je pense qu'il faudrait, puis de plus en plus de compagnies l'offrent, là, mais il faudrait être capable d'arriver à des cadres comme une semaine sur 2. Ça veut dire que cette semaine, toi, tu as tes enfants, ben, tu conduis le camion. Quand tu es en route vers le terminal, tu m'appelles, tu dis, Ben, moi, j'arrive vendredi. OK, moi, décoller samedi matin. Fait que je donne ma disponibilité. Fait que le truck roule à 2 chauffeurs, mais roule tout le temps. OK. Fait que ça peut être une bonne possibilité pour les entreprises, mais ça prend le prend double. plus de main-d'œuvre. Ça prend le double de main-d'œuvre. Puis la pénurie, même dans la pandémie, on en a souffert. Bizarrement, on pensait qu'avec l'effet Trump, des tarifs, bon, une semaine, on augmente les tarifs, la semaine d'après, on les enlève, tout ça. De ce temps-là, l'ouvrage, on en a, puis elle déborde l'ouvrage, là, tu sais. Curieusement. Il en manque Pourquoi? pas. Ben, c'est parce que les Américains se disent, avant de recevoir 25 10 15 comment est-ce que Trump va filer la journée qu'il va nous imposer un tarif, ben, on va fouler les entrepôts. Fait qu'eux autres remplissent ces entrepôts, fait qu'ils demandent aux fournisseurs ici du Québec, ship-moi tant que tu es capable, j'ai des entrepôts, on va y remplir. Puis la journée que Trump va se décider à faire ça, ben on aura un bout là, de fait. Là, ça peut être inquiétant pour après, la diminution? Ben, il y aura sûrement un ralentissement éventuellement. Ouais. Est-ce qu'il sera de l'ordre de ce qu'on aurait prévu? Parce que là, tout le monde avait un petit peu paniqué, puis je les comprends. Au mois de janvier, là, c'était, on ne le sait pas vers où on s'en va. Puis là, ben, il se développe des stratégies, remplissez les entrepôts, puis tant que c'est de la denrée qui va toffer, là, quelques semaines, ou des produits qui vont toffer quelques semaines. Mais là, les entrepôts se remplissent, le monde travaille, c'est de bon augure, puis c'est pas de la faute à Trump. Il y en a qui vont dire « Ah, Trump, il est bon, il est beau, il est fin », mais c'est son incapacité à donner des chiffres exacts ou des dates exactes. C'est peut-être une stratégie, vous allez me dire, mais il reste que ça nous donne l'ouvrage actuellement. Dans le domaine du camionnage. D'être un peu à tout croche, tout travers, là, tu sais. Donc là, je trouve ça le fun, OK? Parce qu'on avance dans notre conversation, puis j'avais absolument envie qu'on en parle, là, parce que je me disais, ça va faire jaser, mais puis je veux savoir. Moi, je roule beaucoup. J'avais dit au début, là, je fais beaucoup de routes, puis je vais souvent à Montréal pour des voitures de presse, pour des lancements, prendre l'avion, quoi que ce soit. Fait que je vais une fois par semaine, en moyenne, là, à Montréal. Et je fais beaucoup de routes. Je fais beaucoup sur l'autoroute 20, beaucoup sur l'autoroute 40. Puis là, tu me parles des chauffeuring. Puis là, tu me parles du fait que la pénurie main-d'œuvre, elle touche quand même. Puis là, tu me dis que tu n'es même pas obligé d'avoir une formation obligatoire pour avoir ton permis de camion. Puis là, ça me donne envie de te dire, c'est-tu ce monde-là qu'on croise dans la voie de gauche, qui sont ça peut arriver. Sur l'autoroute, là? Tu sais, quelqu'un qui roule... Moi, je roule souvent, OK? Puis des fois, ça m'enrage. Des fois, je te cacherai pas, des fois, je suis un peu en mode, je vais éviter la 20, je vais aller prendre la 40 parce qu'il y a moins de camions. Oui. Puis je vais sûrement éviter un dépassement laborieux. Toi, t'appelles ça, nous autres, on appelle ça des courses d'éléphants. 2 camions qui se dépassent et que ça prend 10 km avant qu'ils réussissent à se dépasser. Là, ça crée toujours la fameuse ligne de voiture en arrière qui se suit à des kilomètres. Puis là, t'as le gars qui passe par la voie de droite puis qui se dit « Moi, je suis plus fin que les autres. » Il s'en vient de dépasser après ça dans la voie de gauche. Puis là, tu sais, moi, j'aime ça être zen. J'aime ça prendre mon temps. Là, tu peux rester en arrière du véhicule puis attendre. Mais j'essaye, mais des fois, c'est plus fort que moi. Ça devient un peu... Ah non, je veux pas me faire couper la route par un camion. Qu'est-ce qui explique ce move-là? Pourquoi les camions dépassent sur l'autoroute? Au départ, au Québec, là, il y a une loi qui s'appelle le 105 km/h. Tous les camions doivent être barrés à maximum 105. Ils peuvent être barrés à 90 s'ils veulent. Mais c'est 105 la limite permise d'être barré au Québec avec un camion, en Ontario aussi, tout ça. Fait que moi, si je décide que toi, tu roules 104.3, mettons, puis que moi, je roule 105, ben là, je suis toujours à côté dans ta remorque en arrière. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de te dépasser par la gauche, mais là, toi, tu vas me créer un corridor de vent. Donc, je travaille plus fort. Fait que là, moi, mon 105 devient un petit peu moins vite. Là, j'arrive égal à toi. Je te regarde, là, tu sais, on s'envoie la main, tout ça. Mais je suis pas capable de te dépasser parce que moi, je suis au maximum de ce que je peux atteindre comme vitesse. Puis toi, ben, tu sais, si tu as voulu me dépasser, tu vas subir les conséquences. Ah ouais, il y a de l'orgueil. Ah ouais, ben, il y a de l'orgueil là-dedans. Oui, il y a de l'orgueil, c'est sûr, là. Là, tu sais, l'autre, il pourrait juste... Ils sont Ralentir. souvent sur le cruise control. Il pourrait juste enlever ce qu'on appelle une bûche dans le poêle. Il pourrait juste descendre d'un demi-kilomètre. Le camion va passer tout ça. Mais non, il se dit, tu as voulu me dépasser, ben subis les... Il y a de l'orgueil. Effectivement. Puis là, des fois, c'est long. On finit à un moment donné par dépasser ou on ne dépassera pas pantoute.
Mais là, il se crée une frustration. Ah oui? C'est du road rage rendu là, tu sais. Mais quasiment, parce que le camion tient l'autre, puis là, les deux, j'imagine que ça s'en va pas toujours la Je même. connais une personne là, qui a été dans le nord de l'Ontario, où il y a les doubles lignes pour dépasser. Tu sais, tu as une ligne qui s'en vient en sens inverse, Ouais. puis là, tu as les deux lignes pour dépasser. Il dépasse le camion. Il est rendu à la même hauteur. Et là, l'autre, il a trouvé la pédale à carburant. Oh non. Pédale à fioul. Il pèse. Là, t'arrives à le dépasser, là, il te clenche. Écoute, tu sais, tu peux dire, maudit. T'aurais pu clencher avant. J'aurais pas eu bloqué tout le monde en arrière. Je vais me remettre en arrière de toi. Mais on n'a pas 100% de conducteurs professionnels dans notre industrie. Mais les quelques pourcentages qui sont tout croches nuisent à notre image en maudit. Puis ils sont pas, règle générale, ils sont pas une grande majorité. Non. Mais ça reste que prendre 10 ans à bâtir notre image, ça prend 20 secondes de la démolir. Là, tu sais. Hey, c'est clair. Puis, tu Puis sais, pour les gens en arrière, ça ils se touche disent- les gens, c'est ça. Ben ouais. C'est parce que c'est concret. Ils se C'est- disent que c'est ça. Là, tu sais. Oui. Pourquoi que l'autre a clenché? Puis ça à 20, ça à 40, quand ça prend 5-10 km, ben, puis que tu n'es pas capable de dépasser parce que l'autre est trop orgueilleux pour ralentir une petite affaire, ben là, tu te dis, bon, ben, je vais ralentir un peu, je vais retourner en arrière. Puis à un moment donné, ben, tu reviens toujours par l'aspiration d'air à le rejoindre dans la remorque. Fait que là, tu dis, bon, je vais le rasseyer. Mais là, tu es toujours essayé de dépasser. C'est une course d'éléphant. Puis il n'y a jamais personne qui gagne bien. C'est pas payant, oui, c'est ça. Ben, c'est parce que, à un moment donné, c'est plate d'être toujours à côté dans le remorque. Ben oui, je comprends. Là, tu dis, bon, ben, moi, ralentir un peu. Mais des fois, ce camionneur-là va ralentir aussi, pour X raisons. Fait que là, tu vas te retrouver aussi dans remorque à un moment donné, puis tu dois pas suivre une remorque, c'est pas sécuritaire. Fait que lui, s'il décide de changer de voie parce qu'il y aurait quelque chose dans le chemin, ben là, ça se peut que toi, tu frappes cette pièce-là qui traîne sur l'autoroute. Parce là. que t'es trop proche, tu le vois pas. Ouais, puis- tu vois rien. Quand les clignotants sont. Parce que on continue sur le sujet des dépassements, OK? Ouais. Quand des fois je suis sur la. J'aime ça qu'on en jase. Quand on est sur la grande route, OK? Ouais. Des fois, je remarque aussi les comportements de. On dirait qu'un clignotant, ça devient un droit de passage absolu. Mais là, pour tous les usagers. Je mets les camions là-dedans, mais que ce soit les voitures ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué ça souvent. Tu sais, quand, mettons, justement, il y a un camionneur qui se décide finalement à se tenter un dépassement, la course d'éléphant, et qu'on applique le clignotant, on dirait qu'il n'y a pas de laisser-passer. C'est j'ai mis le clignotant, je tire le volant, puis je m'en vais dans la gauche. Puis là, tu sais, je vois tout le monde qui doit. Je m'arrive, mettre tes freins. Breaker sec. Pas le choix, tu sais, sinon je vais rentrer dans la remorque, quoi que ce soit. Ouais. Pourquoi? On pourrait pas être plus poli un peu? Il y a deux écoles de pensée à ça. OK? Ah, je suis tellement content qu'on en jase, Benoît, là. Ça fait 10 minutes que j'ai mon clignotant, puis les chars, Laisse pas passer. Ouais. ben, ils vont peser sur l'accélérateur, puis ils sont tout de suite à côté de nous autres. Bon, là, il est dans l'angle mort, je peux pas me tasser. Des fois, je me dis, OK, j'ai l'espace nécessaire à me tasser. Il va être obligé de breaker, mets mon clignotant, puis je me tasse. C'est pas la meilleure façon, c'est pas très sécuritaire. Mais des fois, t'as pas le choix. T'es dans le trafic, on te laisse pas passer. Tu prends ta place. Ben, t'as pas le choix. C'est pas le fun pour personne, mais c'est parce que les gens devraient comprendre que si j'ai actionné mon clignotant, c'est pas pour te ralentir, c'est pour essayer de dépasser, puis d'essayer d'être dans la voie de gauche, puis de rentrer dans la voie de droite aussitôt que ça va être libre. Mais les automobilistes, je veux pas avoir le gros panneau en arrière, je veux pas la remorque, je veux pas suivre. Puis des fois, bon, l'effet de la poussière, de la roche et tout ça, ben, tu sais, on veut pas être en arrière de la remorque. Fait que là, ben, on laisse pas. On fait semblant qu'on voit pas. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. J'ai pas vu ton clignotant. J'ai rien vu. Il y en a sur le côté de la remorque, il y en a en avant du camion. Je l'ai pas vu. Il y en a partout. Non, mais tu sais, c'est un peu ça. Puis tout le monde est pressé aujourd'hui. Tout le monde, y compris nous autres. Tu sais, si je pars demain matin puis que j'ai une contrainte de livraison à telle heure, j'ai 8 heures à faire pour me rendre chez mon client puis que j'ai, je sais pas, 700 km, j'ai pas bien de lousse dans la journée. Là. Fait qu'il va falloir que je roule pas mal à 105 toute la journée, là, à côté toute la journée. Fait que c'est un peu ça. Je te pose la question. J'aime ça, le Benoît. On démystifie des affaires, ça Ouais, va c'est bien. correct. Ça va bien, on jase. L'automatisation des camions. Oui. Tu sais, on parle d'électrification beaucoup dans le domaine automobile. Oui. Ça touche aussi le domaine du camionnage, assurément, parce Oui. qu'on s'entend qu'une des premières raisons d'électrifier le parc automobile, c'est l'environnement. Oui. Les camions marchent au fioul, puis au fioul de dinosaure, là, on a besoin de fioul. Là. Fait que ça pollue. Puis ça sent bon. Ben, ça dépend du monde. Ben hein. Il y a, oui, ben il y a oui. des gens qui aiment ça, des Ben gens oui. qui n'aiment pas ça. Moi, j'aille pas ça, un petit frein Jacob une fois de temps en temps. Ben Je oui. trouve que ça me réveille bien. Oui. Mais ça dépend des gens. Maintenant qu'on sait qu'il y a plein de technologies qui s'en viennent là-dedans, là, tu me parles justement, c'est frustrant des fois, tu essaies de dépasser, tu n'es pas capable, l'autre te laisse faire.
Dans un monde où les camions sont maintenant gérés d'une manière différente, sont automatisés. Oui. Il n'y a plus d'erreur qui peut se commettre théoriquement. Moins, en tout cas. Moins. Puis, tu sais, des histoires de même de 105, 104.3, ça arrive plus. Là. Théoriquement, on se suit tous sur une heure, sur une bonne longueur. Ça devient vraiment des trains routiers, là, le vrai terme. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que ça va arriver. OK. En tout cas, pas d'un avenir très proche. Pourquoi? Parce que un camion automatisé, il marche pareil comme les taxis de San Francisco. As-tu déjà essayé des taxis à San Francisco? La chaîne de ma vie. À Vegas. Je l'ai essayé. Moi, j'ai fait ça à Vegas. J'ai eu la chaîne de ma vie. OK. C'est drôle de voir le volant tourner avec personne, puis c'est une ceinture de sécurité qui empêche le bruit de sonner toute la journée. Mais c'est quand même, tu sais, assez bien. Ah non, moi, il a viré sur un coin. Il fallait pas qu'il vire. J'ai pas peur d'avoir un accident. J'ai crié dans le char. Moi, il y a juste l'affaire la moins sécuritaire que j'avais trouvée, c'est que la lumière, avant de tomber verte, on était déjà parti. Okay, je sais pas, il voyait pas la bonne couleur, je sais pas, mais on est parti. Fait que quelqu'un qui brûle un peu la rouge ou la orange, ben on l'aurait. Mais les camions automatisés, ça peut se faire sur des autoroutes au sud des États-Unis. Pourquoi? Parce que le climat le permet. Puis le fait que ça lie des lignes, là. Pour l'instant. Pour l'instant. Fait que ça peut être fait, mais jamais le camion va être assez intelligent pour dire je vais à telle adresse et je recule au dock à la porte numéro 129, disons. C'est pas assez intelligent pour être... Peut-être qu'un jour, on va se rendre là, mais moi, j'y crois pas. Puis ici, au Québec, à cause du climat, la ligne blanche, elle reste bien blanche l'hiver, là, tu sais. Puis avant que ça soit déneigé, est-ce que tous ces camions-là vont rester pris quelque part? Puis la journée que... Bon, on parle de l'étape, mettons. Tu as 25 camions qui sont stationnés là en mode automatique, puis que là, ben, ils attendent de repartir, mais il y a un banc de neige de quelques pouces autour du camion, pas capable de sortir de là. Ça va être automatisé, mais il va falloir que ça prenne une remorqueuse puis tout ça. C'est pour ça que j'y crois pas réellement, mais au sud des États, il y a des tests qui ont été faits. Ça fonctionne d'un point A à point B, en train routier notamment, puis rendu à quelque part, ben, il arrête. Puis là, il faut dépiner. Ça prend un humain aussi qui va dépiner les deux remorques, qui va aller les porter. Opérateur, là, ça va. Oui. Mais ça pourrait nous aider dans le sens où on a une pénurie de main-d'œuvre, mais ça ne sera jamais un service personnalisé comme si tu me commandes 22 palettes de quelque chose, puis je vais les livrer chez vous. Je vais t'aider à déloader un peu la marchandise. Mais il n'y a pas un robot qui arrive à ça, là, tu sais. Puis de plus en plus, les compagnies qui testent ça n'arrivent pas avec mettons, la perfection. Puis c'est difficile d'arriver à la perfection. Il y a même des entreprises qui disaient qu'il faudrait mettre comme un genre de fil d'acier dans l'asphalte qui permettrait, dans nos hivers, de savoir où ce que c'est. Mais mettons qu'il fait froid ou qu'il y a de la glace, comment tu freines tout ça, cet équipement-là? Puis lui, il ne gère pas l'autre remorque en arrière qui va aussi peut-être se promener sur la glace. Fait que... Puis, est-ce que ces camions-là seraient assez intelligents quand on ferme des tronçons de route à cause de la météo de s'arrêter, puis on les arrête où? Rendu là, ça prend encore des humains. Est-ce qu'on va mettre du staff un peu partout? On est loin d'arriver à un consensus de dire que notre industrie va être, mettons, automatique comme ça. Là, le train nous aide énormément. Beaucoup de gens là, sous-estiment le pouvoir du train, là, mais c'est le compétiteur numéro 1 à notre industrie. Ah oui? Ouais. Je pensais que c'était comme une autre option. Ben, c'est une autre option, mais c'est quand même une compétition. Plusieurs compagnies. Mettons que aujourd'hui, j'ai besoin d'envoyer, parce que j'ai quelqu'un à Toronto, ben j'embarque ça sur un train ici, puis c'est pas tellement long se rendre à Toronto. Là, ça prendra pas 3 jours. Puis il y a des trains qui partent, mettons, comme de Montréal, la gare de triage, qui vont partir, mettons, à 18h, 18h30. Et en fin de soirée, c'est rendu à Toronto, là. Fait que j'ai pas besoin d'emmener un chauffeur de Toronto vers Montréal, prendre la remorque. Puis les coûts sont relativement corrects, là, tu sais. Fait qu'on sauve du temps, tout le monde est heureux. Fait que, mais je pense pas, je crois pas qu'on va arriver avec des camions automatisés en sol canadien avant probablement une décennie. Là. Il va peut-être avoir des alternatives qui vont venir comparer, comme le train que tu parlais, qui pourrait se peaufiner. Mais tu sais que les camions aujourd'hui sont équipés ce qu'on appelle des lane departure là, ou des détecteurs de collision frontale, la même affaire. Fait que moi, quand je conduis un camion, là, puis j'approche un petit peu de la ligne, ben dans mon speaker en arrière de la tête, j'entends un petit bruit qui me dit « T'es rendu sur la ligne. » là.
Puis si je vais de l'autre bord, c'est l'autre speaker qui va dire « t'es rendu sur la ligne ». Là. Puis si quelqu'un s'en va en avant du véhicule, ben là, dans le dash, ben, je vais avoir « t'es trop proche », détecteur de collision, fait que t'es trop proche du véhicule, ralentissez. Puis si tu ralentis pas, lui, il va te biper tant aussi longtemps que tu vas être trop proche du véhicule. Là. Ça devrait être. Tu penses que ça, c'est parce que tu m'en parles, je trouve ça super intéressant. Tu penses que ça devrait être obligatoire maintenant dans les camions d'avoir ça? C'est quasiment obligatoire. Ça l'est quasiment dans ce temps, ouais. Les nouveaux camions, les camions récents. Les nouveaux camions. Puis dans notre industrie, on a beaucoup de fournisseurs en télémétrie. Okay. Ça veut dire qu'on a un log électronique qui va aussi envoyer à l'entreprise les données du camionneur. Ça veut dire que si j'ai toujours l'accélérateur au fond, ben j'ai un problème. Là, je coûte plus cher en carburant que mon collègue. Ça veut dire que la conduite, on essaie tout d'avoir une éco-conduite. C'est pas toujours évident, mais ce log électronique-là va toujours envoyer les paramètres à l'entreprise. Puis si jamais j'ai une bonne conduite, je sauve du carburant, j'ai un boni de l'entreprise qui va me dire « Ah, ben tu as 2 sous du mille de plus ce mois-ci parce que tu as respecté les engagements pour le carburant. » Un peu comme les affaires d'assurance qui mettent ses chars. Là. Ouais. Puis si je freine brusquement, ben ce même kit de télémétrie-là va envoyer un courriel à la personne qui s'occupe de la conformité dans l'entreprise. Il va dire « Ben, qu'est-ce qui est arrivé? » Ben là, regarde, il y a une caméra. Souvent, ils ont des caméras. Il y avait un chevreuil qui a sauté, donc j'ai freiné brusquement. Fait que le chevreuil, ben lui, c'est une bonne raison d'avoir freiné. Ben oui. Mais si jamais je freine brusquement parce que j'avais le nez dans le cellulaire, je regardais ailleurs, j'ai freiné brusquement, ils vont vite le détecter. Mais là, c'est ça, clairement, tu me parles d'entreprises exemplaires. Exemplaires. Pas les chauffeurs Inc. Il y en a qui en ont, mais j'ai vu dans le passé des gens mettre un papier aluminium dans le devant du détecteur pour ne pas détecter d'autres véhicules parce que ça sonnait trop souvent, trop proche du véhicule. Fait que là, ben, en mettant le papier d'aluminium, puis là, je ne devrais pas donner ce truc-là, mais en tout cas, il y en a qui l'ont fait. On est professionnel, on ne devrait pas faire ça, mais ils ont mis un papier d'aluminium pour cacher justement la détection de véhicules en avant. Ouais, ça, c'est décourageant d'entendre ça. Hein? Ben, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui vont essayer de trouver des shortcuts pour essayer. Dans le fond, c'est juste pour tout le monde. C'est sécuritaire pour tout le monde. C'est juste bien pour tout le monde. Puis en plus, j'imagine, pour un camionneur, tu sais, j'imagine avec les angles morts nombreux que sur ces véhicules-là, il y en a partout. Des fois, on est peut-être un peu fatigué, on a des grosses journées. C'est rassurant aussi de savoir qu'il y a au moins maintenant des outils pour nous donner un coup de pouce une fois de temps en temps. Puis ces outils-là, tu sais, sont pas de trop tant qu'à moi. C'est sûr que des fois, tu dis, mon Dieu, là, il y a bipé pour absolument rien. Il y a des détecteurs d'angle mort qui détectent, mettons, la bande d'aluminium, le garde-fou d'aluminium, puis là, ben, ça bip parce qu'ils pensent que tu es trop proche d'un obstacle. Ou, tu sais, quand, mettons, il y a une voie de contournement, ben, des fois, tu es obligé de passer proche des bordures de ciment. Bien, elle détecte, elle. C'est tannant, ça sonne dans le des camion. Fois, mais le temps va faire son œuvre, puis ils vont être capables, des fois, de reprogrammer ça pour détecter mieux, là, tu sais. Puis je pense que notre industrie a tellement évolué dans les dernières années. Tu sais, tu parlais de carburant un peu tantôt, mais on est de plus en plus économe. Si je te demandais un camion, j'ai fait un voyage en Californie il y a 1 an et demi. Puis on a été porté, on avait 40 000 livres pour aller de cargaison, puis on est revenu avec à peu près 36 000 livres. Puis on a fait du 26 litres au 100. Wow! Tu sais, tu vas charrier une roulotte, quelque chose. Des fois, j'arrive de tester le nouveau Ram 2500 diesel. Là. J'ai fait 20 de moyenne de consommation. Bon, je pesais, là, je le testais, là, clairement. Là. Mais j'avais un Cummins diesel en avant, puis je chauffais ça comme il faut. Là, mais j'ai fait à peu près 20 de consommation moyenne, puis j'avais à peu près 10 000 livres en arrière. Là. Fait que notre round trip était à 26 litres au 100. C'est sûr qu'on a été correct. C'est ça. Oui, on n'a pas débordé, mais on essayait de trouver un moyen de sauver du carburant. Mais c'était 26 litres au 100 km. Je t'amène on parle de consommation et compagnie, puis on va finir avec ça parce que je pense que c'est intéressant comme sujet. Oui. Hydrogène électrique. Oui. Là, on a parlé de l'automatisation, il y croit pas. Hydrogène électrique, on dirait qu'on a comme pas le choix d'y croire. Maintenant, on dirait que tout le monde va passer par de l'électrification. En tout cas, à date, là, on verra en 2035. Là. Ouais. Mais mettons, là, on joue le jeu ensemble ce soir. Crois-tu que l'industrie du camionnage va un jour laisser le diesel de côté puis va se concentrer sur d'autres choses? Bien, peut-être d'autres choses, mais on va plus s'enligner vers des carburants alternatifs.
l'électrification des transports, là, à moins de bâtir 8 barrages dans les prochains 2 mois, on n'y parviendra pas. Pourquoi? Parce que si on connectait tous les camions en même temps, il n'y a plus de courant au Québec. Ça demande beaucoup. L'autonomie n'est pas là. Les batteries sont trop lourdes aussi. Là. Puis on fait trop de longues distances pour avoir une autonomie qui est suffisante pour se rendre d'un point A au point B. Juste se rendre au Midwest américain, si je suis obligé à chaque 4-5 heures de recharger une batterie, pas intéressant. Non. Mais on parle plus dans notre industrie de s'en aller. Il y a l'hydrogène qui se discute, mais l'hydrogène a un coût de production qui est très cher. Ouais. Mais on va probablement choisir éventuellement, et Cummins a fabriqué un moteur pour 2027, mais en tout cas, il va être disponible, s'il n'est pas déjà disponible, mais qui va pouvoir avoir les options d'un gaz naturel compressé. Et ça, très peu polluant. Puis, c'est une autonomie qui est extrêmement bonne. Puis, je pense qu'on va s'en aller vers là plus que de commencer peut-être à penser hydrogène. L'hydrogène sera sûrement une solution, mais encore là, il faut être capable de penser que si je vais vers l'hydrogène, il faut que j'aille des postes de ravitaillement partout. En Amérique du Nord, là, oui. Puis, tu sais, on avait essayé il y a quelques années le fameux gaz naturel. On dirait que ça n'a pas levé, mais là, ça revient en force. Il y a beaucoup d'entreprises qui poussent vers le gaz naturel liquéfié ou compressé. Ça prend des bons réservoirs qui peuvent gérer cette pression-là, mais après ça, on peut gérer ça. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qui arrive au cas où on aurait un accident. Un impact, oui. C'est l'équivalent comme un étincelle. Ça fait comme un genre de flamme rapide, c'est terminé. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger à ça, à moins peut-être d'être dans le tunnel. Là. Non, puis même que les réservoirs, là, ce que je disais beaucoup aussi avec l'hydrogène, c'est qu'on a peaufiné beaucoup la sécurité des réservoirs à la base. Fait que s'ils ont à avoir un impact, quoi que ce soit, ils sont capables d'entendre. Moi, je pense que le diesel va rester. Pourquoi? Parce que c'est pas le carburant le plus éco-énergétique, mais il est quand même là. Toutes les remorques, les équipements marchent au diesel. Est-ce que demain matin, on va cesser la consommation de diesel avec tous les équipements lourds qu'on a dans nos bois, dans nos machineries, tout ça, puis qu'on va dire au camionnage, bien, vous autres, parce que vous êtes spéciaux, bien, il faudrait peut-être avoir de l'électricité ou du gaz naturel. Bien, je pense qu'on va s'en aller vers un carburant alternatif, peut-être moins polluant. Je ne dis pas qu'il n'est pas polluant du tout, mais il est beaucoup moins polluant qu'un diesel. Puis éventuellement, je pense qu'on parviendra peut-être à être moins, pollueur. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui nous taxent ou nous accusent d'être dans des villes. On est large, on est gros, on est lent. Bruyant tout ça. Certaines stations de radio nous taxaient d'être encombrants dans les tempêtes de neige, tout ça. Puis dans ce temps-là, je m'appelais à leur écrire en disant, bien, si vous ne consommez pas, on ne sera pas là. T'sais, on est le résultat d'une consommation. On ne se promène pas dans un centre-ville juste pour se promener. Là, on a une livraison à faire d'un point A à point B, puis on l'a fait. Fait que les gens, des fois, pensent, maudit camion, il est dans ma rue, puis tout ça. Oui, mais il est le résultat de peut-être une consommation de quelqu'un qui a commandé quelques palettes de stock ici et là. Nous autres, quand on a fini, on s'en va. Là, on ne poirote pas pour le fun dans un centre-ville. Non, le camionneur, il fait, comme tu disais très bien, la mission du point A au point B. Oui. Benoît, merci beaucoup pour ton temps. Puis je rappelle, Benoît Terrien, tu es le président, animateur, producteur, concierge aussi chez Truck Stop Québec. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir démystifié un peu plus l'univers du camionnage. Des bons défis qui s'en viennent. Ça risque de brasser beaucoup dans les prochaines années. Là, je comprends que là, il y a comme des dossiers à gauche et à droite à gérer. Là, fait que ça bouge. Mais que c'est une industrie très importante puis qu'on a besoin. Qui est vitale. Qu'on a vraiment besoin. Tout ce que tu peux penser, que ce soit dans le studio ici ou à la maison, ça a été transporté par un camion. Je vous salue, amis camionneurs à l'écoute du podcast. C'est un plaisir de vous avoir avec nous également à l'écoute. Donc, merci d'être là. Je prends aussi la peine de vous remercier à la maison. Vous qui écoutez, si vous n'êtes pas camionneur, bien, bienvenue dans l'émission des camionnage. On a appris des choses ensemble aujourd'hui, donc très intéressant. Je veux toujours vous remercier. Je vous aime tellement. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est toujours un immense plaisir de faire le podcast RPM avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, rpmweb.ca. On est un peu partout. Je remercie aussi mes amis d'Automobile en direct de me permettre de faire mon rêve de petit cul, d'animer un podcast. Donc, merci beaucoup de faire ça. Et mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous invite à rester branchés parce qu'on a d'autres épisodes qui s'en viennent assurément prochainement. À vrai dire, chaque semaine, on vous annonce un nouveau. Donc, il y a un prochain épisode qui s'en vient dans la prochaine semaine. Soyez à l'écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Bye-bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.